Voici le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Donc, en première partie, on fera une introduction au test d'intrusion, ce que c'est, en quoi ça consiste. On verra ensuite les différentes procédures de test qu'on peut mettre en place. La troisième partie sera sur le rapport de test et les recommandations qu'on va vous faire après qu'on ait mené le test d'intrusion. Et la quatrième partie vous concerne plus et voilà, vous donner un petit peu les éléments qui vous permettraient de savoir si vous avez besoin d'un test d'intrusion. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Il y a le chatter du GoToWebinar, on y répondra à la fin. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans la présentation et dans cette partie 1 et tout au long du webinaire, c'est de vous expliquer de manière non technique, le plus possible non technique, en fait, ce qu'est en réalité un test d'intrusion, ce que vont faire les testeurs. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Premièrement, la différence entre des tests automatisés et des tests manuels. Vous avez peut-être des tests automatisés déjà en place. On vous présentera nos testeurs, qui ils sont et ce qu'on fait, pourquoi vous devriez faire un test d'intrusion, et enfin, comment savoir si vous avez été hacké. Alors, qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Le principe premier des tests d'intrusion, c'est l'évaluation des vulnérabilités de votre système. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'on le fait de la même manière que ce que ferait un hacker malveillant qui serait installé n'importe où dans le monde. C'est important de savoir ça, c'est nécessaire pour que les résultats soient le plus probants possible. Donc tous nos testeurs sont entraînés pour réaliser les tests exactement comme le ferait un hacker malveillant. Il n'y a pas de dommage qui sera fait sur votre infrastructure. Le test d'intrusion est quelque chose de contrôlé. Contrairement à un hacker, par exemple, qui serait n'importe où dans le monde, voilà, s'il n'arrive pas à arriver à ses fins, il sera tenté de mettre à plat votre système. Voilà, nous, tout ce qu'on fait, évidemment, c'est contrôler et on fait un hacking éthique selon un périmètre de travail qui est prédéfini. Et voilà, on n'endommage pas votre infrastructure. On fait que de prouver des concepts. On regarde le système, on trouve les vulnérabilités, les différentes portes ouvertes qui pourraient être présentes sur l'infrastructure. Et ensuite, on n'exploite pas, c'est important, on n'exploite pas les vulnérabilités qui sont trouvées. C'est l'étape d'après qui pourrait mettre à mal le système, l'exploitation de la vulnérabilité. Et nous, on ne va pas jusque-là. Donc, à la question que vous vous posez sur est-ce qu'on va détruire le système, la réponse est non, on n'exploite pas, on met juste en lumière des vulnérabilités qu'on va trouver. Donc voilà. L'objectif, c'est évidemment de renforcer la sécurité de votre système informatique, et de faire tester en même temps la vulnérabilité de l'infrastructure par des experts accrédités Check en l'occurrence, qui peuvent répondre à vos différentes questions. Alors, la différence entre les tests automatiques et les tests manuels, certains d'entre vous, donc je vous disais, ils ont sûrement déjà des solutions de détection automatique de malware. Ces deux types de tests qui sont très utiles. Les principales différences entre les tests automatiques et les tests manuels, c'est qu'en test automatique, voilà, c'est un fonctionnement qui est continu, qui est basé sur des algorithmes, qui vous permet d'avoir une solution économique, en fait, souvent en mode SaaS, qui va scanner le système de manière assez rapide, avec des fréquences de scan qui peuvent différer en fonction de vos solutions. Par contre, voilà, ces tests automatiques, on vous conseille d'y avoir recours sur votre infrastructure. Ça vous permet de savoir un petit peu, d'avoir une idée de où se situent vos bases de sécurité. La limite de ces tests et la raison pour laquelle nous on vous présente ces solutions de tests manuels, c'est de savoir une fois que les vulnérabilités sont trouvées, ce qu'on peut faire avec ces vulnérabilités en les détectant. Donc le test manuel, voilà, ça va être une détection proactive, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les vulnérabilités de façon avec un être humain, une personne physique en situation réelle, comme le ferait un hacker qui voudrait juste récupérer des informations ou autre. Et on va avoir plusieurs éléments différents à notre disposition, différents types d'outils pour conduire ces tests. Donc voilà, on vous conseille d'avoir des tests manuels et entre vos différents tests manuels, de conduire une solution automatique qui vous permet de savoir, de garder un petit peu un œil sur l'infrastructure et de savoir que tout est toujours comme vous le souhaitez.
Alors, nos testeurs qui s'occupent des tests, évidemment, il y a des milliers de testeurs partout dans le monde. L'élément qui est important à prendre en compte lorsque vous choisissez votre prestataire, c'est les accréditations qu'il possède. Il y a beaucoup d'accréditations qui existent. La plus importante et celle voilà, que évidemment tous nos testeurs possèdent, c'est l'accréditation Check. C'est une accréditation qui est mise en place par le GCHQ et le CESG, qui sont deux éléments voilà de, qui regardent un petit peu et qui mettent en place les règles pour ces différentes accréditations. C'est évidemment un examen qui est très rigoureux, hein, être accrédité Check pour avoir accès à cette accréditation. Juste pour vous donner une idée, le taux d'échec des participants est de 87%. 87% des participants qui essayent d'être accrédités Check échouent. Ça vous donne une petite idée du niveau des testeurs et il n'y a que 38 sociétés européennes qui sont en possession de cette accréditation. C'est une accréditation qui est notamment nécessaire pour auditer les différentes entités gouvernementales européennes. Certains tests, donc il y a évidemment une partie théorique et une partie pratique qui est hyper importante. La partie pratique, certains des tests durent jusqu'à 48 heures en continu. Donc c'est vraiment des accréditations qui sont costauds. D'autres éléments aussi, d'autres accréditations, c'est alors plus sur la manière dont sont traitées les données des clients. Les accréditations ISO 27001 et 9001 voilà, sont mondialement reconnues et vous donnent une preuve de qualité. Évidemment, c'est des accréditations qu'on possède. Alors, pourquoi faire un test d'intrusion? Premier élément, c'est que ça vous permet de garder une image, le contrôle pardon sur l'image de votre société, de votre marque, et ça représente évidemment un risque financier énorme de se faire hacker, d'avoir des données qui fuitent. D'un point de vue image, communication, ça peut être désastreux. Ça vous permet de conduire ce test d'intrusion, de rester en conformité avec vos propres règles de sécurité, vos propres bonnes pratiques, on va dire, que vous avez mises en place. Ça vous permet de vous assurer que vous êtes toujours à jour là-dessus. Si jamais vous devez vous-même passer des accréditations, donc par exemple les accréditations 27001 ou 9001, c'est des éléments qu'on va pouvoir vous demander, qu'on vous recommande. Vous avez besoin de conduire ce type de test. C'est aussi des choses qu'on va pouvoir vous demander lorsque vous prenez des assurances. C'est une contrepartie qui peut vous être demandée lors du contrat d'avoir à conduire ce type de test d'intrusion. Un élément qui est hyper important, c'est un moyen de garder confiance avec vos clients. Et votre personnel également, c'est-à-dire que les clients vous donnent des données avec les services que vous leur proposez, et c'est très important de pouvoir garantir à ces clients que les données qu'ils vous confient sont traitées avec toute l'importance qui doit leur être donnée. Alors également, si jamais vous travaillez avec des grandes sociétés, il faut savoir que les hackers, évidemment, essayent premièrement de passer par les grands groupes, les grosses sociétés. Mais lorsqu'ils n'y arrivent pas, lorsqu'ils sont bloqués, ils essayent de passer par d'autres moyens, et notamment les prestataires, les petits, donc les prestats qui peuvent avoir une porte envers ces grands groupes. Donc si vous travaillez avec des grands groupes, c'est aussi de votre responsabilité de leur montrer que les données qu'ils vous confient sont bien traitées. Alors, la dernière question de cette première partie, comment savoir si j'ai été piraté? Évidemment, on a souvent cette partie. Alors, la réponse, elle est assez claire, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir directement si vous n'avez pas de preuves, si vous ne savez pas que vos données ne sont pas retrouvées dans la nature. On ne peut pas avoir cette info. Par contre, le test d'intrusion, il permettra d'identifier des éléments, de savoir des portes qui sont restées ouvertes ou de savoir des traces de personnes qui seraient passées dans le système. Donc il y a des signes qui peuvent être visibles. Juste pour vous donner une petite idée, ça fait une petite quinzaine de minutes qu'on a commencé le webinar. On sait que votre IP là, elle a été interrogée sans que vous le sachiez, sans votre connaissance, environ 5 fois. C'est-à-dire qu'on estime que les adresses IP sont interrogées une fois toutes les 3 minutes, sans que vous le sachiez. Voilà, elles sont regardées par quelqu'un qui n'aurait pas à y avoir accès. Donc pour vous donner une idée du risque que ça peut représenter.
Alors, pareil, des petits chiffres, hein, mais 97% des entreprises qui ont été victimes d'un hack ignoraient évidemment qu'ils avaient des failles de vulnérabilité. Bon, les dangers d'une attaque, on l'a vu. Le coût annuel moyen des pertes de données pour une entreprise française, c'est quand même de 3 millions d'euros, là, les derniers chiffres qu'on a. Et un élément important pour vous faire comprendre un petit peu le risque qui est derrière des attaques, c'est que 72% des entreprises, des PME qui voilà, ont souffert d'une perte de données importante, ont disparu dans les 24 mois suivant cette attaque. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Le risque de banqueroute existe. Alors voilà pour cette première partie. On va passer à la partie numéro 2 qui sont plus les procédures de test. Vous expliquer un petit peu voilà ce qu'il est possible de faire, les différentes méthodologies qu'on va pouvoir avoir. Donc que testons-nous? Premièrement, comment fonctionne le test d'un point de vue plus pratique, les différentes étapes préalables pour mettre en place le test, et enfin les différents types de tests qu'on propose. Alors sur la partie que testons-nous, il y a beaucoup de types de tests différents. On va insister sur 3 d'entre eux qui sont les plus courants évidemment, les tests externes, les tests internes et les tests d'application web. Le test externe, qu'est-ce que c'est? Je vais reprendre une analogie qui parle à pas mal de monde, l'analogie de la maison. Un test externe, on va se mettre dans la peau d'un cambrioleur en fait qui essaie de rentrer chez vous dans la maison. Donc il va se présenter devant la maison, il va regarder un petit peu comment elle est construite, s'il n'y a pas une porte qui est mal fermée, si les fenêtres peuvent être ouvertes facilement, est-ce qu'il y a un garage qui donne accès à des éléments. Donc voilà, on est à l'extérieur du système, on regarde l'infrastructure et on essaye par différents moyens de rentrer dans l'infrastructure. C'est ça le test externe. Le test interne, on est déjà chez vous et l'idée c'est de savoir un petit peu quelles informations on va pouvoir récupérer chez vous et comment on va pouvoir les sortir. Est-ce qu'on peut les sortir avec plus ou moins de facilité? Donc voilà, on est déjà chez vous, on est dans le salon, est-ce qu'on peut avoir accès au coffre-fort? Est-ce qu'on peut ouvrir le coffre-fort et en sortir les éléments qui sont dedans? C'est assez important pour savoir si, par exemple, les individus qui sont au sein de votre système d'information, les différents personnels, premièrement, ou différents prestataires, peuvent avoir accès à des éléments auxquels ils ne devraient pas avoir accès, et surtout, comment ils peuvent sortir ces informations du système. Et ensuite, le test d'application web, qui concerne plutôt la manière dont le site est construit, comment il fonctionne, comment on pourrait ou pas le détruire, est-ce qu'on peut y injecter un code pour le faire agir d'une certaine manière, voilà, est-ce qu'on peut avoir une influence dessus? C'est les principaux. Si vous faites ces 3 types de tests, voilà, vous pouvez vous assurer d'être sécurisé de la meilleure des façons possibles en fonction des différents services évidemment que vous proposez. Alors ensuite, il y a différents autres types de tests. Hein. On peut tester, voilà, il y en a un sacré nombre, par exemple comment vos serveurs sont configurés, on peut faire des tests de social engineering, savoir comment votre équipe, vos employés, qui représentent une des plus grosses faiblesses des sociétés, une des faiblesses les plus importantes, comment on peut avoir accès à des informations concernant votre société via vos différents collègues, comment le site est construit. Alors voilà, on peut faire une analyse du code source, on peut aussi analyser par exemple votre VoIP, avoir accès à certaines informations via votre système de communication, et évidemment aussi vos différents réseaux, donc pas seulement Wi-Fi, mais 3G, radar, Bluetooth, etc. Alors, comment fonctionne le test? Ce qui est important à savoir, et ce qu'on a déjà dit, c'est que c'est non invasif et surtout c'est planifié selon un champ de travail qui est convenu, qui est prédéfini. Il y a beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant voilà, on veut faire un test, on veut tester un peu notre infrastructure, mais on ne sait pas par où on va commencer. Donc ça c'est évidemment tout à fait normal, compréhensible. Ça va être notre travail, c'est notre job de vous accompagner et de vous aider à voir un petit peu ce qu'on va mettre en place pour tester vos différents éléments. Donc, on va commencer par un questionnaire initial. On va regarder quelle est votre activité, quelles sont vos menaces, et on va vous aider à mettre en place la procédure. Il n'y a pas d'attaque de déni de service avec nos tests, on ne fait pas ce genre de choses.
c'est des tests qui sont conduits suivant différentes méthodologies et que je vais expliquer un peu plus loin. Donc des choses qui sont assez connues, mais de black box, grey box ou white box. La première étape, ça va être un exercice de découverte qu'on appelle le public d'open source. En fait, on va juste regarder voilà, les éléments qu'on va avoir sur la société. On va taper ça dans les moteurs de recherche. On va voir quelles sont les informations auxquelles on pourrait avoir accès et auxquelles un hacker malveillant pourrait utiliser lors de l'attaque. Ensuite, on va mettre en place le test. Voilà, on va le conduire. On vous délivrera une note globale de vulnérabilité. On évaluera un petit peu la note globale de vulnérabilité de la société. L'élément important, c'est que ensuite, une fois qu'on vous a mis ça avec un rapport qui sera très détaillé, on nettoiera ce qu'on a fait. C'est-à-dire que pour assurer que tout se passe bien, toutes les attaques qu'on a menées sont supprimées. On nettoie tout afin qu'il n'y ait aucune porte d'entrée qui ne soit laissée ouverte, quoi. Donc voilà pour le fonctionnement du test. Les différentes étapes préalables au test, donc on l'a vu, c'est que tout est convenu. On ne fait rien qui ne nous est pas demandé. On ne fait que de tester ce que vous souhaitez. Donc voilà, on commence par ce qu'on appelle un scope de travail, un périmètre qui est bien défini et qui surtout, c'est important, c'est de ne pas de ne pas accepter un travail qui n'aurait pas été convenu à l'avance. Alors, ce qu'on fait, c'est que évidemment, vous avez un expert dédié qui vous est dédié, un expert qui vous est dédié, ouais, qui vous est attribué. Ce sera le point de technique, votre point de technique, et c'est aussi important de savoir que on a besoin d'un expert dédié de votre côté. C'est-à-dire que si jamais un de nos testeurs met en lumière une vulnérabilité qui est critique, c'est-à-dire qu'il peut détruire votre système informatique là. En la découvrant, il va arrêter de mener le test et il va se mettre en contact avec l'expert de chez vous pour réparer cette vulnérabilité qui permet pas de conduire le test jusqu'au bout. Donc c'est important que chez vous, dans votre société, on ait quelqu'un à qui on puisse parler, qui est disponible facilement pour suivre ça et réagir en cas d'urgence. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie une proposition complète, évidemment, en définissant le périmètre de travail, qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire, la stratégie du test, la méthodologie. Donc, on va vous expliquer exactement comment on va faire. C'est basé sur l'accréditation que je vous ai expliqué, qui est l'accréditation check. Et c'est important de demander aussi aux prestataires un exemple de rapport, savoir un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre, ce que vous pouvez avoir à la fin du test. Ça vous permet de voir un petit peu comment le prestataire travaille et comment il va vous aider à sécuriser votre infrastructure. Et ensuite, une fois dans le test, on vous donnera évidemment les outils qui sont préconisés pour réhabiliter le système en fonction des vulnérabilités qui sont trouvées. On ne va pas juste mettre en lumière les vulnérabilités et dire voilà, c'est là. On vous dira comment vous pouvez faire pour réparer ces vulnérabilités. Alors voilà, je reviens aux différents types de tests, aux différentes méthodologies qui sont utilisées, donc les méthodologies de black box, grey box et white box. Alors là-dessus, je vais reprendre également une analogie. L'analogie d'une personne, par exemple, pour la white box, voilà, on vous dit, vous devez avoir, voilà cette personne, vous avez juste le nom de la personne, vous connaissez rien sur elle et vous devez aller récupérer le plus d'informations. Donc on dit voilà, la personne s'appelle François Marien, allez récupérer le plus d'informations, il faut qu'on puisse avoir accès à ses comptes bancaires par exemple. Donc c'est le type de test qui est le plus réaliste. On se met vraiment dans la situation d'un hacker qui connaît juste cette société et qui veut récupérer des informations, qui n'a pas d'éléments. Voilà, donc on va chercher une IP, on va chercher différents éléments là-dessus. Le Greybox, on a un peu plus d'informations évidemment que lors du Black Box, c'est-à-dire que vous voulez tester une application particulière, donc vous allez donner l'application, pourquoi pas quelques identifiants, mots de passe, identifiant l'utilisateur. Et l'idée, c'est de savoir avec ces informations à quoi on peut avoir accès, comment on peut avoir accès au système, par exemple, aux différentes données
c'est ça le grey box, alors que le white box, bah là on est complètement à l'intérieur, enfin déjà à l'intérieur du système. Pour reprendre l'analogie de la personne, c'est où on a toutes les informations. Donc voilà, il s'appelle François Marien, il habite dans le nord de la France. Enfin, voilà son adresse exacte, voilà son âge, voilà le trajet qu'il prend pour aller au travail, voilà à quelle heure il finit. On a toutes les informations et l'idée c'est derrière voilà, de savoir un petit peu ce qu'on peut en faire. Ce qui permet de simuler une attaque interne, la fuite d'informations depuis la société. C'est un élément qui est vraiment à prendre en compte pour les sociétés aujourd'hui, c'est euh, la menace entre guillemets que peut représenter les différents salariés. Quelqu'un qui travaille plus dans la société ou qui travaille encore dans la société mais qui est aussi en contact avec d'autres personnes, savoir un petit peu la menace que ça peut représenter. Donc voilà pour cette deuxième partie. On arrive à la troisième et qui concerne plus le rapport de test qu'on va vous remettre une fois que le test a été mené. Le rapport, donc la conclusion, les synthèses, le contenu. Enfin, on verra le contenu du rapport, évidemment la remise du rapport. Donc c'est un rapport de test qui est structuré en 3 différentes parties. Et l'idée, c'est qu'on vous fournit un rapport qui doit être le plus compréhensible possible sur les résultats. On sait que ce rapport doit être accessible à différents types de personnes. Il doit être accessible au top management qui a envie d'avoir un peu une idée de la sécurité de leur infrastructure informatique. Ces personnes n'ont pas de connaissances ou d'expertise technique. Ça doit aussi être accessible à l'équipe technique justement qui va devoir fixer les failles, les réparer. Ils ont besoin d'avoir des informations très détaillées. Donc le rapport il est structuré en 3 différentes parties. La première partie donc c'est le récapitulatif global qui est plutôt destiné aux dirigeants de la société qui veulent avoir un aperçu de l'état de santé de leur système informatique. Ensuite, la partie plus technique, la synthèse technique, les évaluations, on va vous noter tout ce qu'on a trouvé, les dommages, par exemple, qui pourraient être causés sur le système. Et ensuite, la troisième partie qui est hyper importante et qui est aussi ultra détaillée, c'est les recommandations pour la réhabilitation du système. Donc voilà, on vous offre un moyen, on vous dit comment le réparer. Ça, c'est un point important à prendre en compte, c'est que nous, on ne va pas le réparer pour vous. On ne va pas le mettre en place. On peut vous assister pendant la mise en place, mais si jamais on sait comment est construite votre infrastructure, on va plus facilement la comprendre et on pourra plus être objectif dans le futur si on revient, si on doit refaire un test, on sait comment ça fonctionne car on l'aura réparé. Donc on vous donne juste voilà les éléments à faire, mais on le fait pas pour vous, sinon ça nous donne trop d'éléments. Alors, je vais la partie 1, voilà un petit peu comment ça représente. C'est juste un exemple, hein, si vous puissiez savoir un petit peu à quoi vous pouvez vous attendre. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est ce qui revient le plus souvent. Donc voilà, le premier élément dans les sociétés, c'est souvent la politique de mot de passe. Pour vous donner une idée, hein, pour la politique des mots de passe, aujourd'hui un mot de passe qui contient que 4 caractères, c'est quelque chose qui peut être craqué en moins d'une minute, en une trentaine de secondes. 6 caractères, déjà on passe sur plusieurs heures, on est sur 2-3 heures. Et lorsqu'on a 8 caractères avec des majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux, là on passe tout de suite sur un temps de plusieurs années, on est sur environ 64 années. Donc voilà, c'est des éléments qu'on pourrait vous donner pour mettre en place une politique de mot de passe costaud dans votre société. On vous dirait que voilà, certains logiciels par exemple sont pas à jour, vous avez des correctifs qui sont obsolètes. On vous dirait que une ancienne application qui tournait avant mais qui a été supprimée, désinstallée, laisse toujours un port qui est ouvert et qui reste disponible. Donc voilà. Les deux dernières, la page de login d'une application web, par exemple, est vulnérable aux attaques SQL, c'est-à-dire qu'on peut injecter dans cette page de login un code dans les champs qui pourrait nous faire modifier le fonctionnement du site. Donc voilà, c'est des petits exemples de conclusions qu'on pourrait vous donner.
Donc la partie 2, on arrive à la partie qui est un peu plus technique, à destination du personnel technique. Une fois qu'on a identifié les vulnérabilités, on vous les classe, pardon, on vous les note en fonction de 4 critères. Est-ce que c'est critique? Donc critique, on vous l'a dit, on arrête le test, on vous demande de le réparer avant de pouvoir continuer. Est-ce que c'est un risque qui est haut, qui est moyen, qui est bas? Et on vous dit où se répartissent ces différentes vulnérabilités. Donc voilà, ça concerne les applications, votre configuration host, l'infrastructure du site, ce genre de choses. Donc voilà, encore sur la synthèse technique, on va vous dire également chaque vulnérabilité, comment on va pouvoir vous allez pouvoir les réparer. Donc on va vous dire, par exemple, voilà, les vulnérabilités qui concernent, qui sont critiques, ça va vous prendre plusieurs jours de homme de travail, alors que celles qui sont basses, vous pouvez les réparer en un jour homme de travail. Ça vous permet aussi, vous, d'allouer les ressources nécessaires au travail de réparation. Ça vous permet de prioriser les étapes. Donc voilà. Et chaque vulnérabilité, par exemple, on va vous l'évaluer selon plusieurs éléments, l'impact que ça peut avoir sur la société, le risque que ça peut représenter également, la probabilité que ça arrive, et enfin évidemment la charge de travail pour la réparation. Ça vous permet de vous aider à prioriser le travail, de dire voilà, cette vulnérabilité, ça peut avoir un impact qui est haut sur la société, mais une probabilité qui est basse. Voilà, ça vous permet de dire que cette vulnérabilité, vous allez la traiter après celle qui a un impact évidemment élevé et une probabilité que ça arrive qui est également élevée. Alors là, évidemment, la charge de travail pour la réparation, elle sera plus grande. Et enfin, les recommandations techniques détaillées, donc plus encore à destination du département IT. On vous donnera le plus d'infos possible sur la vulnérabilité, comment y remédier. Et évidemment, notre équipe, elle est dispo à vos côtés pour tout vous expliquer. Il faut savoir que tout le travail qui sera fait par le testeur sera vérifié ensuite par un deuxième testeur plus expérimenté qui va vérifier le travail et voir un petit peu s'ils sont d'accord sur les résultats, discuter. C'est pas juste une personne qui va faire le travail, c'est évidemment relu et également le rapport qu'on va vous remettre. Il est relu pour vérifier que d'un point de vue construction, c'est quelque chose qui correspond à la réalité et qui vous permettra de remédier à toutes les vulnérabilités qui ont été trouvées. Donc ensuite, la remise du rapport. Le rapport est envoyé au client, on le fait de la manière évidemment très sécurisée. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un mot de passe par SMS sur le portable du contact dans la société qu'on vous aura demandé. Et seulement après, une fois qu'on a la confirmation qu'il a bien été reçu, on va vous envoyer un lien par mail. Ça vous permet de combiner deux médias différents pour la remise du rapport. Pour vous donner une idée de délai, le rapport il est habituellement envoyé 2-3 jours après la fin du test. La règle qui existe, c'est que si le test prend 2 jours, la production du rapport prendra 1 jour, la moitié du temps de test pratique. Et ensuite, vous pouvez vous attendre à récupérer le rapport. On a conscience que c'est quelque chose qui est important pour vous, donc on met tout en place pour que vous ayez les conclusions le plus rapidement possible. Alors, la dernière partie, votre organisation a-t-elle besoin d'un test d'intrusion? C'est un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu. Évidemment, les tests d'intrusion, ça ne concerne pas uniquement les grosses sociétés, les grandes sociétés qui ont plusieurs milliers de salariés. C'est adapté à tous. Évidemment, notre rôle, ça va être de vous aiguiller, de vous accompagner, de vous mettre en place le test le plus adapté possible. Si jamais vous êtes à la recherche d'accréditation de qualité, c'est quelque chose qui est recommandé pour avoir l'accréditation et aussi la conserver une fois que vous l'avez. C'est peut être quelque chose qui vous est demandé par vos partenaires également.
dans certains secteurs d'activité qui brassent des données sensibles, on va vous demander, les organismes de réglementation vous demandent la mise en place de tests d'intrusion. Vous devez le faire à plusieurs moments. Est-ce que c'est une fois l'année ou 2 fois l'année, ou lorsque vous mettez en place un nouveau service? Voilà, le secteur vous impose par des assurances ou des garanties de mettre en place des tests d'intrusion. Avant que vous puissiez mettre en place un test, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous voulez démontrer par le test d'intrusion? Est-ce que vous voulez juste vous rassurer un petit peu, savoir que votre infrastructure elle est bien sécurisée comme vous le pensez? Est-ce que vous voulez tester quelque chose que vous venez de mettre en place? Est-ce que vous voulez simuler une attaque depuis l'intérieur? Donc voilà, nous c'est là-dessus qu'on va vous aider également. Ce qu'on vous aidera aussi à déterminer, c'est ce que vous devez vous tester, le périmètre de test, qu'est-ce que j'accepte ou pas de faire tester. C'est très important à nouveau d'avoir un accord sur le travail qui sera fait par le prestataire. C'est très important de vous mettre d'accord avant que le test ne commence. Voilà. Nos différentes recommandations par rapport à ça. C'est premièrement de pouvoir externaliser ce service pour une meilleure qualité et évidemment plus de neutralité, c'est-à-dire que nos testeurs ne connaissent pas votre infrastructure, donc ils le font en conditions réelles d'accueil malveillant. Donc c'est important de ne pas le faire de l'intérieur pour que ce soit le plus réaliste possible. Faites attention aussi aux accréditations qui sont en possession de votre prestataire. C'est important de savoir qu'il respecte bien les différentes accréditations qui sont mises en place par le secteur. Obtenir un accord signé donc sur le périmètre de travail. Savoir que vous avez bien un expert qui vous est dédié pendant la durée de test, à qui vous pouvez vous référer ou avoir les premiers éléments. Vous devez avoir un expert qui vous est dédié et c'est important de l'avoir. Et également dans votre entreprise, vous devez mettre à disposition une personne qui sera en lien direct avec cet expert dédié. Regardez un petit peu un exemple de rapport de la part de ce prestataire, ça vous permettra de savoir à quoi vous attendre, de savoir un petit peu comment il travaille. Dans le rapport, vous aurez les trois parties que je vous ai expliquées. La partie 1 disponible au plus grand nombre et surtout la partie technique avec les recommandations et les solutions les plus poussées possibles. Et ensuite, une fois que le test est fait, on vous recommande de planifier une session de formation avec vos salariés, expliquer un petit peu à vos différents salariés les guides de bonne pratique, savoir ce qu'ils peuvent faire, par exemple pour la politique des mots de passe. En tout cas, on vous recommande de donner aussi les conclusions du test aux salariés pour que eux puissent aussi vous aider à garder votre système sécurisé. Voilà pour la présentation. Alors je vais regarder rapidement s'il y a quelques questions qui ont été posées pendant la présentation. Alors, rapidement sur le chatter, excusez-moi 2 petites secondes. Alors, est-ce que vous savez à l'avance combien de temps va durer le test? Alors, on va vous le dire évidemment, c'est dès vous allez nous renvoyer ce qu'on appelle le périmètre de travail, en fait, ce que vous souhaitez tester. Donc, si vous voulez, évidemment, on vous aide à remplir ce périmètre pour savoir un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Mais une fois qu'on a ce questionnaire qui nous est renvoyé, oui, on pourra vous dire précisément quelle sera la durée du test, parce qu'on a l'habitude de ça. C'est important de savoir que si le test dure plus de temps que ce qu'on avait prévu, le client évidemment, on vous fait pas payer de supplément. C'est-à-dire que nous on s'engage sur la prestation avec la proposition qu'on vous enverra. Et si jamais on a besoin, on prend plus de temps, c'est évidemment à notre charge. Alors, donc une question auquel j'ai partiellement répondu déjà sur les vulnérabilités qui ont été. Donc, lorsque les vulnérabilités ont été identifiées, les réparez-vous? Donc, à nouveau, non, on répare pas les failles qu'on va trouver. La raison, c'est que si on le faisait, évidemment, on aurait trop d'informations sur votre système, la construction de votre système, et donc on peut
pu être objectif si en cas de second test, on aurait trop d'informations par rapport à ce que pourrait avoir un hacker ordinaire. Hein. Donc les résultats seraient pas réalistes. Mais évidemment, à nouveau, on vous conseille sur la réparation de ces failles. On vous donne le plus d'éléments possible pour que soit votre équipe technique, soit un prestataire externe puisse réparer ça le plus facilement possible. Donc voilà un petit peu. Les autres questions, alors c'est tout ce que je vois pour l'instant. Évidemment, si vous avez posé d'autres questions auxquelles j'ai pas accès, c'est quelque chose qui sera évidemment répondu par vos différents consultants et ils reviendront vers vous avec des éléments un peu plus détaillés si jamais vous en aviez. Écoutez, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. J'espère que ça a éclairé un petit peu les questions que vous pouviez avoir sur les tests d'intrusion. N'hésitez pas à revenir vers nous, à consulter vos consultants pour avoir une proposition, de savoir un petit peu en quoi on peut vous être utile. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt.